malades, poser des balises GPS. Ce matériel permettra de renvoyer les données vers les satellites afin de suivre au centimètre près l'état de santé et l'évolution du patient. C'est l'opération Mégator. Alors, qui est responsable de la fonte de nos glaciers des Alpes? Sont-ils appelés à disparaître? Quels risques peuvent-ils représenter? Et peut-on vivre sans glacier? Jean-Marie est chercheur et participe à ce projet d'observation des glaciers par satellite. Il connaît bien l'endroit. Il sait que les petits glaciers suspendus sont les plus menaçants, mais aussi les plus vulnérables. Alors ce glacier suspendu est à une altitude où, en pratique, il ne devrait pas bouger. Si ça se réchauffe, il bouge, il glisse et il tombe 500 mètres plus bas. Et ça fait donc ce qu'on appelle une lave glaciaire qui emporte tout sur son passage et qui peut aller très loin. On connaît des endroits, en particulier en Colombie, où une lave glaciaire a englouti un village de 10 000 habitants. Mais le problème clé du glacier d'Argentière se trouve ici, à la chute de Sérac, où les scientifiques installent leurs balises. À cet endroit, le glacier perd 8 mètres d'épaisseur de glace chaque année. La caméra, installée par le glaciologue Luc Moreau et qui saisit une image par jour, donne une idée claire de l'avancée du glacier d'Argentière. Plus lente en hiver, plus rapide en été. Le glacier renouvelle sa glace en altitude, alors qu'en aval, il va fondre de plus en plus. De même, sous le glacier, une simple roue de bicyclette permet de mesurer le glissement du glacier sur le rocher. Vitesse plus lente dessous, mais plus rapide en surface. Tout amateur de montagne qui revient dans la vallée de Chamonix évalue d'un coup d'œil le recul des glaciers, surtout celui des Bossons. Un glacier test lui aussi, car il descend directement du Mont Blanc, un dénivelé de 3500 mètres. La glace se renouvelle en haut, mais en bas, la langue glaciaire fond un peu plus chaque année. Christian Mollier, c'est un peu la mémoire des glaciers ici. 45 ans de haute montagne, un drame vécu à l'Everest, mais surtout un attachement sans faille à la vie du glacier des Bossons. En 1982, le glacier arrivait jusque-là. Il se terminait là, près de ces blocs. Nous mettions les crampons là-dessus, je les ai mis d'ailleurs, on montait là-dessus. Et on montait sur le glacier en 50 mètres et on faisait des cols de glace, là, sur toute cette partie basse du glacier. À partir de 1982, le glacier a reculé et dans les 20 ans qui viennent de se passer, on a perdu plus de 650 mètres de glace. Vous voyez là, ce recul est très très rapide. Donc maintenant, l'école de glace est plus possible. Juste en dessous de nous. Quand on va sur l'ancienne moraine, il ne reste que le vide. À cet endroit, le glacier des Bossons a disparu. En 1982, il était à peine 50 mètres en dessous de nous. Et du coup, il envahissait tout ça. Il était même... il rongeait les arbres en face, vous voyez, sur la moraine rive droite. Christian Mollier aime pourtant le site, et surtout ce chalet où il a laissé ses souvenirs d'enfance. Au 19e siècle, les touristes avaient le glacier sous les yeux à cet endroit, et même il y a seulement une vingtaine d'années. Mes parents tenaient la buvette qui est juste là-dessus. Quand j'étais enfant, ils faisaient la grotte, il y avait une grotte pour faire visiter les touristes. Aujourd'hui, la grotte a disparu avec le glacier, mais Christian Mollier n'exclut pas qu'il puisse retrouver sa place. Vous savez, un glacier... il suffit on l'a vu en 1954-55, il suffit de 3 ou 4 étés et un printemps pourri pour le voir descendre de plusieurs centaines de mètres. Donc si on a à nouveau ces conditions-là, on verrait le glacier redescendre aussi. Le chalet de Christian Mollier est bâti au pied des Bossons, mais avec le recul du glacier, la menace a disparu. Elle était pourtant bien réelle au 19e siècle. Les Bossons, c'était le dragon et le diable. L'Europe sortait à peine du petit âge glaciaire qui avait duré 300 ans. Alors ça, c'est en 1816. Il y a la croix devant le glacier, parce qu'à ce moment-là, le glacier, on pensait qu'ils allaient traverser la vallée, casser les villages, donc il y avait la croix pour exorciser les glaciers.
C'est une peinture de 1820, donc on voit bien le glacier encore très très haut en dessous des moraines. C'est 1861, vous avez le glacier qui déborde par-dessus les moraines et le village du Mont en dessous. Les séracs d'ailleurs tombaient sur les maisons. Et il y a eu 2 villages au fond de la mer de glace qui ont été recouverts par la glace. Donc voilà le glacier donc vers 1910, par là, vous voyez, il est déjà bien en régression, il a déjà pas mal fondu. Mais c'était une époque où on le traversait et on leur donnait des choses. Curieusement, la fonte et le retrait du glacier des Bossons nous permettent de mieux pénétrer dans son histoire enfouie et de retrouver les vestiges des drames et des catastrophes aériennes des glaciers du Mont Blanc. Ces pièces d'avion, rejetées par les glaces plus de 50 ans après, ont pu être récupérées par cette femme, José, qu'on a même surnommée la ferrailleuse des Bossons. Alors là, c'est une bonbonne oxygène qui a appartenu au Malabar Princess. Donc, une partie du tuyau d'échappement du Malabar Princess. Il y a une petite plaque qui correspond au Malabar Princess. Venant de Bombay et se rendant à Londres, un Constellation de l'Air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. Aussitôt après l'annonce du désastre... Le glacier des Bossons était encore immense en 1950 quand l'appareil d'Air India s'est écrasé à son sommet avec ses 48 passagers. À l'époque, pas de secours en montagne, pas d'équipement approprié pour attaquer la glace. De toute façon, on ne pouvait plus rien pour les victimes. Mais c'est bien la fonte du glacier et son évolution qui nous permettent de relire son histoire. C'est une consolation face au réchauffement climatique qui pèse un peu plus chaque année sur le massif du Mont Blanc. On n'a jamais eu aussi chaud les hivers ici à Chamonix. C'est des énormes chaleurs qu'on devrait trouver à l'île de la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, mais pas à Chamonix. Est-ce que Chamonix pourrait vivre sans glacier? Ah non, c'est pas possible. C'est impossible. On peut pas vivre sans glacier. Non, on a besoin des neiges éternelles. On en a besoin pour tout. Pour tout. José observe chaque matin l'évolution des glaciers. Quand elle était enfant, on pouvait voir la mer de glace depuis ici. Mais aujourd'hui, le plus grand glacier de France, avec ses 14 km, a reculé de 400 mètres en 15 ans et perdu 10% de son volume. Voilà 7 ans que Jacques aménage l'accès à la mer de glace, un peu plus périlleux chaque année, car il faut descendre de plus en plus bas pour gagner la célèbre grotte taillée dans le glacier. Chaque année, on fait quand même la grotte. Alors c'est vrai qu'il faut réaménager des structures de plus en plus longues. Aujourd'hui, on a 280 marches pour descendre la grotte. Il faut espérer que ça va ralentir un petit peu parce que dans quelques années, on se demande où c'est qu'on va aller. Pour un repère, en 7 ans, vous voyez l'escalier en fer qu'il y a. La passerelle était posée sur le massif béton qu'il y a dessus en 7 ans. Donc on a perdu 40 mètres d'épaisseur en 7 ans. Moi qui suis là tous les jours, j'en reviens pas, ça paraît énorme de perdre autant que ça. Jacques nous fait pénétrer dans la 63e grotte de l'histoire de la mer de glace. Car il faut la retailler chaque année et la surveiller chaque jour. Le travail du glacier la déforme constamment. On peut voir le glacier qui travaille lui-même, parce qu'à l'entrée du glacier, il y a une pression qui se fait par-dessus, et là, c'est une pression qui se fait sur les côtés. Parce que le glacier travaille de toutes parts, en fait. Alors, c'est vrai que bon, c'est dommage d'arrêter tout ça, de glace. En saison, on enregistre plus de 4000 entrées par jour pour visiter ces salles aménagées dans le glacier. Mais avec le recul de la mer de glace, les jours de la grotte sont peut-être comptés.